Bien, cher Président, cher Pierre, bonsoir. C'est une maison que vous connaissez, bonsoir, puisque vous êtes déjà intervenu dans cette même salle à l'occasion d'une rentrée il y a quelque temps. Donc, vous fréquentez d'autres grands établissements d'enseignement supérieur de gestion, mais ici, il y a une affection particulière pour vous. C'est la plus vieille école de commerce du monde. Oui, 1819. Fondée par un économiste et aussi un entrepreneur, Jean-Baptiste Say, qui avait une grande entreprise de filature de lin et qui a voulu donner beaucoup de son temps, comme vous le faites, pour une cause supérieure qui est ses pairs, les autres entrepreneurs. Il a même inventé cette notion même, le mot entrepreneur. C'est un mot de Jean-Baptiste Say, ESCP, pas encore Europe, mais ESCP, École spéciale de commerce de Paris. Vous êtes le bienvenu ici, non pas à l'invitation spécifique du directeur qui est ravi de vous rencontrer, mais à l'invitation de Tribune, une merveilleuse association à laquelle Jean-Pierre Raffarin, en son temps élève, a beaucoup donné. Merci dans un dispositif spécial d'être parmi nous ce soir. Vous êtes chez vous à ESCP Europe. Et je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci, monsieur le directeur. Bonjour à tous et à tous. Bienvenue à la 3e conférence Tribune de la saison 2016-2017. Après avoir reçu Éric Fotorino, Christophe Deloire et Nathalie Coscuso-Morisset, Tribune a l'honneur d'accueillir ce soir le patron des patrons. Président de MEDEF et de Radial, Pierre Gattaz s'est imposé comme la voix des entreprises. Son livre « Français, bougeons-nous » invite à replacer l'entreprise au cœur de la politique. En effet, Pierre Gattaz aurait le remède pour réduire ces 10% de chômage qui accablent la France. Cependant, ce discours radical et provocateur ne fait pas consensus. La loi travail en a cristallisé les tensions et ainsi prouve que nul n'est patron en son pays. Après avoir écouté Kylian faire le récit de 30 ans de carrière à la table des plus grands, Adrien et Joris prendront à leur tour la parole. Toute l'équipe Tribune remercie ainsi nos partenaires EY et le Grand Journal des Écoles, ainsi que vous, cher public, d'être venus si nombreux. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur Gattaz. Cela fait plusieurs années que vous vous posez chaque matin les mêmes questions. Comment garantir la croissance des entreprises, leur compétitivité, l'emploi en France? Pour vous, comme pour les 800 000 membres du MEDEF, c'est de l'entreprise que viendront les réponses à la crise actuelle. L'audace, l'innovation, l'avenir, les mots ne manquent pas lorsqu'il s'agit de communiquer votre amour pour celle-ci. La culture de l'entrepreneuriat est une affaire de famille chez les Gattaz. Vous avez grandi près du siège de Radial, l'affaire montée par votre père Yvon et votre oncle. Elle réunit ainsi 3 générations, si bien qu'on pourrait parler de véritable Gattazie chez ce groupe coté à Euronext. Après le lycée, vous quittez le cocon familial destination Brest. Vous y suivez des études d'ingénieur à Télécom Bretagne, de laquelle vous sortez diplômé en 83. La Bretagne, ça vous gagne. Vous développez votre passion pour la planche à voile, à tel point que vous décidez de larguer les amarres. Cap sur la prestigieuse George Washington University. Les courants de l'Atlantique vous conduisent ensuite chez Dassault Électronique, où vous prenez votre envol en tant qu'ingénieur d'affaires. Vous y restez 5 ans. Puis, vos talents de pilote de projet sont réquisitionnés pour sauver coup sur coup 2 PME du crash. Mission réussie. Mais en 92, un brouillard épais s'installe chez Radial. Vous en prenez seul les rênes, en pleine houle, et parvenez à maintenir le bateau à flot. La bulle Internet éclate quelques années plus tard, éclaboussant une grande partie des acteurs de ce secteur. Pourtant, là encore, vous arrivez à protéger la compagnie en déployant un parapluie de diversification des activités. L'industrie électronique, on le comprend, est votre vie. Vous multipliez les activités syndicales, dirigez de nombreuses fédérations industrielles. Mais l'appétit vient en mangeant, et vous vous mettez à rêver plus grand. En 2007, vous intégrez le comité exécutif du MEDEF. Au micro de Jean-Pierre Elkabbach, il y a plusieurs mois, vous déclariez, plein d'optimisme, « Le monde nous attend ». Pourtant, en 2013, au début des primaires du MEDEF, personne ne vous attendait. Candidat de terrain, contrairement aux apparatchiks du CAC 40, vous avez déjoué les pronostics
et avait été élu patron des patrons à 95% des suffrages. Patron des patrons, c'est d'ailleurs un poste comparable à celui-ci, qu'occupait votre père il y a une trentaine d'années déjà, à la tête du comité national du patronat français. Vous dites souvent que vous avez tout fait pour ne pas être identifié à ce dernier, mais les similitudes dans vos parcours rendent la tâche ardue. Adolescent, mai 68, dans tous les esprits, vous redoutiez la stigmatisation nourrie par cette étiquette de fils de patron. La comparaison est facile, mais difficile est l'acceptation. Alors, votre ambition pour vous démarquer, développer un MEDEF de combat. Quoi de plus logique pour un ingénieur ayant fait ses gammes chez Dassault? Vous souhaitez donner un nouveau souffle à une France sous apnée. Vous êtes un homme de challenge, de capital. Créer 1, voire 2 millions d'emplois, redonner cette compétitivité à notre économie, c'est possible. En cette période de doute général, ce serait un peu comme gravir l'Everest. Mais vous n'avez pas froid aux yeux. Comme en témoigne cette ascension du Mont Blanc en 2009, où, je vous cite, vous en avez chié. Pourtant, comment ne pas y voir monts et merveilles, à l'heure où le gouvernement mendie pour quelques milliards d'économies et n'arrive pas à inverser la courbe du chômage? Suppression de l'ISF, des 35 heures, âge de la retraite repoussé, réforme du SMIC et de l'assurance chômage. Pour certains, la France ne se dirige pas vers la catastrophe, mais vers la gatastrophe. Avec les salariés, c'est un peu « je t'aime moi non plus ». Pour beaucoup, vous représentez cette classe patronale dorée comme le parachute de ces étoiles fuyantes lorsque l'horizon devient trop sombre. Moqué, chahuté, voire menacé, vous faites face aux critiques comme un boxeur fait face à son adversaire sur le ring. Trapu, vous avez un physique à la Lino Ventura, ancien catcheur. Vous prenez des coups, mais vous savez rendre l'appareil. Là où Gattaz passe, ses détraqueurs trépassent. En avril dernier, il semblait logique pour Nuit debout de vous apostropher dans On n'est pas couché. Rassurez-vous, monsieur Gattaz, ce soir nous mettons cet épisode Ruquier entre parenthèses, le point d'honneur de cette conférence étant de vous offrir un espace d'expression ouvert. Monsieur, encore merci d'avoir accepté notre invitation. Place à Joris et Adrien pour l'interview. Bonne conférence à tous. Très bon résumé, bravo. Bonsoir, monsieur Gattaz. Bonsoir. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Tribune. Première question. NKM confiait à Tribune ESCP il y a de cela un mois. Tout a changé sauf la politique et les structures qu'elle impose à l'économie française. En effet, on remarque que d'un côté, on a toute cette accélération, cette mutation de l'économie, et de l'autre, un certain attentisme, voire un immobilisme de la société française. Comment vous l'expliquez ? Oui, d'abord, bonjour à tous, ravi d'être parmi vous, encore une fois. J'étais là il y a 14 mois, je crois. Je voudrais juste faire un tout petit correctif sur ce que vous avez dit, qui était très très bien. Vous disiez, je suis contre le dialogue social ou salarié, ou un mot comme ça. Non, non, une entreprise ne peut fonctionner durablement qu'avec des salariés heureux, motivés, épanouis. Je ne connais pas d'entreprise qui fonctionne dans la durée avec des gens très malheureux. Ça ne marche pas, ça. Que dans les bouquins, peut-être. Alors, il y a parfois des périodes de restructuration qui sont dures, en effet, et qu'il faut mener, malheureusement. Mais après, il faut rendre aussi nos salariés employables. C'est-à-dire, comme on ne peut pas leur donner l'emploi à vie, c'est heureux, motivés, épanouis le plus possible quand ils sont avec nous. Et de temps en temps, il y a des crises. De temps en temps, malheureusement, il faut faire des restructurations. Et là, il faut que les gens puissent retrouver rapidement un job. Excusez-moi, je voulais juste faire ce petit commentaire parce que c'est comme ça que les caricatures se font. Bon, c'était quoi la question? Oui, c'était sur les politiques. Est-ce que les politiques n'ont pas bougé en France? Écoutez, ça c'est un point qui vous intéresse tous. Je dirais, oui, ils n'ont pas encore assez bougé. Il manque deux choses à nos politiques aujourd'hui. Il manque une vision pour la France, vraiment, réellement, définitivement, à 5, 10, 15, 20 ans. Ça fait 30 ans qu'on pilote le bateau à vue, le bateau France, et qu'on est un bouchon sur l'océan, on se prend toutes les vagues, les marées. Ça, c'est mon premier point, et c'est pour ça qu'au MEDEF, on travaille beaucoup sur une vision positive, conquérante, enthousiasmante de la France. Une France qui gagne, c'est possible. Et deuxièmement, dans cette vision, en fait, il faut intégrer les grandes mutations du monde. Il y en a 2 ou 3 on en a eu 7 en tête, on a travaillé dessus, on a fait un livre qui s'appelle Le monde change et la France. Les plus importantes, si vous voulez, c'est la révolution du numérique,
qui va tout bouleverser, qui bouleverse déjà beaucoup de choses, beaucoup de secteurs, et qu'il faut intégrer. Ça va bouleverser la façon dont on va travailler demain, nos rapports avec les clients, avec les fournisseurs, avec nos salariés. Il y aura de plus en plus de travailleurs indépendants, il y aura de plus en plus d'agilité. Donc ce monde bouge, et il bouge dans la rapidité d'exécution, et donc il faut cette agilité. Et je crois que quand on comprend ça dans nos entreprises, on se prépare. Moi-même, à Radial, j'ai une réflexion numérique, 2025, pas seulement numérique, et j'essaye de faire des réflexions en disant, avec mes salariés, imaginez la start-up qui va détruire Radial. Vous voyez, et je fais des composants électroniques, et donc on a fait des exercices. Imaginez-vous que vous êtes un concurrent effrayant de 20 ans, comme vous, là. Peut-être qu'il y en a un ou deux une ou deux dans la salle qui vont détruire Radial dans 10 ans ou dans 5 ans, j'espère pas. Mais ça veut dire qu'avec l'impression 3D, avec les nouveaux modes de, je dirais, le cloud, avec la big data, eh bien, ce sont des choses qui paraissent acquises seront détruites. Et il faut être un peu en paranoïa positive. Et je crois que ça, on le fait dans nos entreprises, on le fait dans le monde économique. Je reviens de Chine, j'ai vu Shanghai notamment, que j'aime beaucoup, ça fait 25 ans que je vais à Shanghai 2 fois par an. C'était un champ, pas de ruines, mais c'était vraiment une ville du tiers-monde, Shanghai, il y a 25 ans, 30 ans. Aujourd'hui, c'est une mégapole extraordinaire. Et donc, en 30 ans, ils ont fait pousser quelque chose par l'entreprise, par l'innovation, par la créativité, par la qualité. Alors, tout n'est pas formidable en Chine, mais quand on voit Shanghai, on se dit aïe, aïe, aïe. Est-ce que nous, la France, on va rester dans notre immobilisme? Et donc, je crois qu'en effet, il y a besoin que nos politiques comprennent fondamentalement ce monde, ce monde mondialisé, cette économie mondialisée, avec ces nouveaux concurrents qui arrivent, émergents, émergés. Cette économie de marché qui n'est ni à gauche ni à droite. L'économie de marché, c'est le moins mauvais système qu'on ait inventé. Que celui qui nous dise, ou celle qui nous dise, je trouve un nouveau système, moi j'attends, je veux regarder. Mais pour l'instant, au XXe siècle, on a tenté des tas de systèmes qui n'ont pas marché. Donc, en attendant un meilleur, je pense que c'est ce qui doit fonctionner. Et c'est ni à gauche ni à droite, l'économie de marché. Et l'entreprise, pareil. Les pays émergents ou émergés qui ont réussi, qui réussissent aujourd'hui, ont mis l'entreprise, je dirais, au cœur de leur programme politique. Parce que l'entreprise, c'est un animal qui s'adapte en permanence. Et donc, en effet, il faut impérativement que nos politiques, et c'est tout le débat d'aujourd'hui, des semaines à venir, des mois à venir jusqu'en mai, c'est que j'attends des candidats qu'ils aient une vision de la France. C'est quoi 2020, 2025 ? Pas la peine d'aller en 2050, même si c'est intéressant d'aller jusqu'en 2050. En 2050, juste le continent africain va passer de 1 milliard d'individus à 2,5 milliards. Est-ce qu'on a le droit de s'en désintéresser? Est-ce qu'on fait comme si de rien n'arrivait? Non, c'est fondamental cette question. Je dirais en prospective. C'est fondamental pour l'Europe, pour l'Afrique, pour nos amis africains, mais pour l'Europe, pour les Français. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? La révolution climatique, elle est fondamentale. On va avoir plusieurs centaines de millions de personnes d'ici la fin du siècle qui vont être des émigrés du climat. Justement, Monsieur Gattaz. Donc, juste pour répondre, excusez-moi, j'étais très long sur ma première question, j'ai arrêté. Allez-y, oui, il faut que nos hommes politiques se remettent en question sur une vision de la France et surtout sur les mutations du monde actuel. Et on n'en entend pas du tout parler, ce qui fait que on a une litanie ou des propositions intéressantes qui vont parfois dans le bon sens, mais qui ne sont pas expliquées. Pourquoi il faut de l'agilité dans nos entreprises? Pourquoi il faut une fiscalité meilleure, etc. Il faut l'expliquer par les mutations du monde. Alors justement, vous avez parlé de l'économie de marché comme le moins mauvais système, la mise en place d'une concurrence à plus grande échelle. Est-ce qu'en politique, justement, il ne faudrait pas essayer de sortir de ce monopole UMP-PS, UMPS, donc maintenant les Républicains? Est-ce que des démarches comme celle d'Emmanuel Macron, par exemple, va bientôt annoncer officiellement, je crois, sa candidature pour la présidentielle, est-ce que c'est des démarches comme ceci qui peuvent éventuellement faire avancer le pays dans le bon sens? Oui, il faut être un peu disruptif. Vous savez, nous, on progresse par la compétition, par l'innovation, par la créativité. Je pense qu'en politique, il faut progresser par la compétition, par la créativité, par la disruption de temps en temps. Donc, je trouve intéressant l'initiative d'Emmanuel Macron. Alors, j'attends son programme, j'attends qu'il se déclare d'abord, j'attends son programme, ensuite on évaluera sur pièce. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant, oui, de dire, moi, il faut faire un programme qui ne soit pas ni à gauche ni à droite. C'est vrai que de temps en temps, il y a parfois des postures de droite, des postures de gauche qui sont stigmatisées et qui vous mettent dans des idéologies.
alors que le monde bouge dans tous les sens et qu'il y a sans doute des bonnes choses à droite à prendre avec des bonnes choses à gauche. En tout cas, je peux vous dire que l'entreprise, si le jour où on aura compris en France que l'entreprise n'est ni à gauche ni à droite, comme la défense nationale, et que c'est une communauté humaine formidable, où on crée la richesse, l'emploi, la croissance, l'intégration des jeunes, l'intégration des minorités, eh bien, on aura fait un immense pas et on pourra vraiment se dire, ça y est, la France est repartie dans le bon sens. Et on peut gagner. Alors justement, concernant l'intégration des jeunes, il y a donc dans votre livre, vous prenez en grande partie l'alternance, le recours à l'alternance, qui permet donc d'intégrer au mieux les jeunes dans le circuit professionnel. Beaucoup d'hommes politiques, de femmes politiques, comme Nathalie Kosciusko-Morizet que nous avons reçue, comme M. Juppé, sont également très favorables à la mise en valeur de ce système. Comment expliquer un tel désamour français pour ce cursus? Comment le valoriser un peu comme le font nos amis allemands? Oui, c'est un peu culturel, si vous voulez. Je pense qu'il faut juste regarder les chiffres. Vous savez, il ne faut pas trop complexifier. Le génie, pour moi, c'est de simplifier la complexité. Il faut revenir aux bases. Qu'est-ce que les Français ont besoin? Ils ont peur du chômage. Un, ils ont peur de l'insécurité. Deux, et ils n'ont pas de vision, il n'y a plus d'avenir ou plus d'espoir souvent. C'est vrai pour les Français, c'est vrai pour les jeunes. Bon, ça c'est le premier point. Donc il faut régler ces trois problèmes-là. Encore une fois, l'économie de l'entreprise peut régler une grande partie de ces trois problèmes. Deuxièmement, regardez ce système d'enseignement d'éducation nationale. Et encore une fois, dans ma famille, j'ai des professeurs, j'ai des fonctionnaires, donc je ne critiquerai pas du tout chaque individu. Mais l'enseignement, le système aujourd'hui est à bout de souffle. Le système d'éducation, il génère 80% de bacheliers, formidable, mais qui débouche sur 25% de chômage des jeunes, et dans certains quartiers, 40 à 50% de chômage. Et par an, 150 000 décrocheurs de l'éducation nationale. Donc si vous voulez, ça ne va pas, ce moteur ne marche plus. Il y a urgence, il faut faire quelque chose. Donc quand vous avez 150 000 décrocheurs par an de jeunes qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont rien, et ça fait 10 ans que ça dure, ça veut dire que vous avez 1,5 million de jeunes un peu perdus, un peu paumés, sans qualification, sans diplôme, c'est dramatique pour le pays et pour ces jeunes. Donc il faut absolument faire quelque chose. Ce qu'on dit, c'est que regardons autour de nous, regardons l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse. Reprenez la Suisse. La Suisse, ils ont seulement 30% de bacheliers académiques. Donc ça veut dire qu'ils ont poussé les voies de l'apprentissage, de l'alternance à 70%, à partir de 14 ans. Et qu'il y a des passerelles. Mais figurez-vous qu'ils ont 4% de chômage des jeunes seulement. Nous, on a 25%. Donc regardons. Donc si vous voulez, ce que je pense, c'est qu'il faut absolument réhabiliter ces filières de l'alternance, de l'apprentissage, sur ces métiers plus manuels, plus professionnels, sans être dans deux parcours séparés. On doit avoir des passerelles. Et ces métiers-là, de l'apprentissage de l'alternance, un apprenti, il a 80% de chance d'avoir un CDI. Et deuxièmement, 1 sur 2 va créer son entreprise, d'artisan ou de TPE ou de PME à la fin. Donc vous vous rendez compte que cette voie de l'apprentissage, c'est une voie royale. Il faut le dire, il faut le répéter, et ça correspond à des besoins des entreprises françaises. Les entreprises françaises que je vois, ils ont besoin de soudeurs, de charpentiers, de menuisiers, de décolleteurs. On a besoin de bouchers, de poissonniers. On a besoin, dans l'Internet, de beaucoup de webmasters, etc. Ce sont des métiers professionnels. Parfois, ce sont des métiers théoriques, mais c'est souvent des métiers professionnels, manuels, qui sont enseignés par l'apprentissage et l'alternance. Ce sont des voies fantastiques. Et en plus, certains débouchent sur des ingénieurs, enfin des cycles un peu plus longs. Et Volkswagen a montré récemment que le PDG est un ancien apprenti. Et c'est ça qu'il faut faire en France. Donc il faut arrêter cet élitisme, je dirais, qui est de dire, mais non, il n'y a que le bac, et après le bac, il faut faire des grandes études. Certes, mais quand vous n'êtes pas aspiré, motivé à 14 ou 15 ans pour des études particulières, mais que vous avez un don particulier de faire autre chose, eh bien donnons la possibilité à ces gens-là. Et surtout, l'apprentissage d'alternance, vous rentrez dans un monde qui est celui de l'entreprise assez vite. Donc ce que nous disons, c'est qu'il faut absolument que l'enseignement soit en mode push. On pousse sur des valeurs de citoyens, d'écrire, lire, compter, travailler, etc. Et que nous prenions le relais en mode pull. On tire ces jeunes sur des métiers dont on a besoin. Et donc la fusion entre les deux doit se faire le plus harmonieusement possible. C'est ce qui se passe en Allemagne, en Autriche, en Suisse principalement, en Angleterre aussi, dans une moindre mesure. Et je crois que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Donc réhabilitons ces formidables métiers qui sont demandés aujourd'hui
et non pourvus. Les soudeurs, les charpentiers dont je vous parle, ce sont des métiers bien payés, très bien payés. Quand vous avez des soudeurs que vous envoyez en Afrique, ça peut monter en mission à 6 000 à 7 000 euros par mois. Bon, donc si oui, voilà. Et deuxièmement, ils sont sûrs de trouver du travail. Aujourd'hui, on manque de soudeurs, et on va les chercher dans les pays de l'Est. Et on a 10% de chômage en France. Et justement, là, vous parlez de ces 10% de chômage. Dans votre livre, La France de tous les possibles, vous vous posez comme un très grand optimiste. Vous vraiment vantez les atouts français et vous parlez même des 30 audacieuses qu'il faudrait construire. Mais cependant, quand on voit là, les chiffres du chômage, la croissance, est-ce que ça ne vous paraît pas un petit peu utopiste ? Ah non, non, je suis un fou furieux de la France, des atouts de la France. Mais vous le voyez quand vous voyagez. J'ai beaucoup été en Chine, en Asie, j'ai été beaucoup dans le monde, j'ai été beaucoup en Afrique depuis quelques mois. Vous revenez en France, vous imaginez que la France est un pays mais formidable. On a des atouts, on est envié dans le monde. On a les Chinois que je connais bien, mais nos amis africains me le disent souvent, mais vous avez tout en France. Vous avez la philosophie, l'histoire, la culture, l'art de vivre, le climat, la géographie. Vous avez inventé beaucoup de choses. Vous avez une sphère publique qui fonctionne, même si elle est très grosse. Vous avez des infrastructures, vous avez une école mathématique hors pair, vous avez des ingénieurs hors pair, vous avez une productivité. Enfin, si vous voulez, vous accumulez le nombre d'atouts qu'on a, mais c'est inimaginable. Il n'y a quasiment pas un pays qui rivalise. Le seul truc qu'on n'a pas fait, c'est de rajouter l'entreprise en haut, qui n'est ni à gauche ni à droite. Or, on l'a maltraité, on l'a mal enseigné, on continue de la maltraiter, on continue de la politiser. Tant qu'on politisera l'entreprise, c'est mort. Vous aurez une masse d'atouts en dessous. Bon. Alors les Chinois nous diront, on adore la France, on vient se marier en France, formidable. Nos amis africains nous diront, mais pourquoi vous n'êtes plus en Afrique? On voit tout le monde, vous voyez, vous n'êtes plus là, les Français, bon, on aimerait que vous reveniez. Là, le monde est à équiper et le monde attend la France. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est du réalisme. Donc allons-y en toute humilité, et là vous avez déjà des points de croissance à prendre. Demain matin, c'est plus facile de se mondialiser que de se numériser ou que d'innover. Je fais les trois dans ma société radiale. Eh ben, c'est le plus facile pour moi, ça a été de vendre ce que j'ai vendu en France, de le vendre en Angleterre, puis en Italie, puis en Allemagne, puis un peu plus loin, puis en Asie, puis, vous voyez, voilà, c'est tout. Et si vous voulez, on a une masse d'atouts, mais considérable, dont notre jeunesse qui est ici, si vous voulez. Voilà, vous avez tous la pêche, vous voulez tous être entrepreneurs maintenant, ce qui est formidable. Ça, c'est un grand espoir. Notre jeunesse, la diversité de la jeunesse, formidable. Moi, je vais très souvent dans les banlieues, dans les quartiers. Ils veulent tous être entrepreneurs. Donc, on les forme. Ça s'appelle le projet des déterminés. Eh ben, je forme des jeunes, des quartiers, à être entrepreneurs. Ils veulent créer leur boîte, commerce, etc. C'est génial. Et vous sortez par le haut. On sort les gens par le haut. Et en plus, notre diversité, c'est formidable, parce que dans un monde qui veut se mondialiser, quelqu'un qui a des origines vietnamiennes ou maliennes ou marocaines, etc., il a une double culture. Il connaît la France, sa culture, ses modes. Et il connaît les pays de ses origines. Donc dans une France qui doit se mondialiser à mort, et on nous attend. Mais ces gens-là sont des formidables ambassadeurs. Donc si vous voulez, quand vous regardez quand j'entends des discours politiques où on doit se croqueviller, tous dehors, tous méchants, on ferme les frontières, on vient au franc français, ça me fait très très peur. Si vous voulez. Je me dis, mais ils sont fous. Alors que c'est cette ouverture formidable. Et on a tous les talents, tous les atouts. Mais juste acceptons de libérer les talents, les énergies, la jeunesse. Motivons, acceptons l'entreprise définitivement. Acceptons les entrepreneurs, je crois que c'est fait. Acceptons le travail, que le travail c'est une valeur formidable. Épanouissement par le travail, la fierté par le travail, la dignité par le travail. Vous vous rendez compte que depuis 2000 ans, les gens émigrent ou les peuples émigrent parce qu'ils n'ont pas de travail dans leur pays. Donc ils vont chercher du travail ailleurs. Ça encore aujourd'hui. Et nous, en France, non, c'est pas beau, c'est pas bien, machin. Vous faites exploiter. Pardon, c'est délirant. Le travail, c'est formidable. Et puis ensuite, il faut réhabiliter le capital. Donc, les fonds propres. Les entreprises ont besoin d'argent pour se développer. Eh ben, c'est pas du vol, c'est pas machin, c'est comme ça. C'est l'économie de marché, elle est faite comme ça. Donc, le capital, oui, il faut le faire revenir en France. Et puis après, il faut revaloriser la réussite. On valorise, on est très content quand des sportifs, des footballeurs réussissent, magnifique, formidable. Il faut valoriser toutes les réussites, artistiques, culturelles, sportives, entrepreneuriales, scientifiques, technologiques, formidables. Et il faut applaudir. Donc je crois que si on fait ce parcours-là, si on dépolitise tout ce parcours-là, c'est gagné. Et c'est gagné, on a une Formule 1 sous le pied. La France est une Formule 1. Mais le moteur est machin, et on ne sait pas la conduire. On ne sait plus la conduire. Mais vous avez tous les atouts.
vous dites qu'il faut faire revenir le capital, Oui. revaloriser le capital. Mais justement, on a de plus en plus donc, de fleurons de l'industrie française qui sont rachetés par des groupes étrangers, Alstom, Arcelor, ou alors des entrées massives de capitaux étrangers, comme dans le cas de Peugeot. Et donc, c'est des entrées de capitaux qui sont souvent assorties de transferts de technologie vers les pays investisseurs. Est-ce qu'on ne se met pas, M. Gattaz, en danger à plus moyen terme avec de tels rachats, de tels transferts de technologie? Alors, si vous voulez, dans une vision à 5, 10, 15, 20 ans, il faut faire attention, en effet, que tous nos fleurons ne soient pas rachetés, tous nos fleurons technologiques. Et c'est vrai qu'il y a une petite préoccupation depuis quelques temps, quelques années, où malheureusement, quelques fleurons du CAC 40, Club Med, Peugeot, etc., Technip, Lafarge, Alcatel, se sont fait racheter par des étrangers. Presque 50% des actions du CAC 40 sont détenues par des étrangers. Alors, ça, c'est un autre sujet. En fait, ça, c'est qu'est-ce qui nous manque, si vous voulez, en France. Alors, ça, c'est le deuxième sujet, en effet, c'est qu'il faut absolument qu'on recrée quelque part du capital français, des fonds de pension français, peut-être, qui permet de dire ces entreprises françaises ont besoin de capitaux et d'actionnaires donc français pour que les centres de décision restent en France. Alors après, une fois que j'ai dit ça, il ne faut pas non plus accepter d'acheter des sociétés en Chine, en Amérique, en Allemagne, comme moi je l'ai fait avec Radial, sans accepter une contrepartie. Donc en effet, si on achète des sociétés en Chine, ce qu'on a fait, les Français, les Allemands, il faut accepter que de temps en temps, des Chinois viennent acheter des sociétés allemandes ou françaises. L'harmonie, si vous voulez, l'équilibre me paraît normal. Après, en effet, il faut faire attention de protéger ces fleurons ou ces entreprises stratégiques. Quand elles sont dans le domaine de la défense, de la sécurité du territoire, parfois des télécoms, il ne faut pas être non plus naïf. Les Chinois ont aussi des mesures de sécurité pour ne pas racheter des sociétés stratégiques. Les Américains le font beaucoup, notamment dans le secteur des télécoms. Nous, il faut qu'on soit un peu prudent et pas trop naïf en Europe, c'est vrai. Mais ceci étant dit, si vous voulez, je crois qu'il faut accepter le croisement des flux. Et par contre, il faut que notre fiscalité s'améliore, notamment la fiscalité du capital. En France, c'est une des grandes réformes qu'il faut faire. Taxer le capital comme le travail, c'est une hérésie. C'est stupide, parce que le capital est issu du travail, qui est déjà taxé. Donc, vous taxez deux fois. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il faut faire revenir des fonds, et créer des fonds de pension peut-être, faire revenir des gens qui sont partis, des investisseurs, qu'ils soient institutionnels ou privés, pour réinvestir dans l'économie française. Il faut recultiver, éventuellement avancer sur des business angels, etc., ce que font très très bien les anglo-saxons, et ce que malheureusement nous faisons pas, pour parfois là encore des raisons très souvent idéologiques ou politiques. Alors, concernant justement la taxation, il y a un sujet qui est assez central, qui est très souvent évoqué par Bercy, c'est le sujet de la taxation des entreprises directement. Il y a énormément d'entreprises françaises qui font enregistrer leurs profits à l'étranger afin de payer moins d'impôts sur le territoire français. Est-ce qu'on ne peut pas considérer que les entreprises françaises ont un peu une dette morale, une dette éthique envers la France et devraient payer leurs impôts en France? Mais bien sûr que, si vous voulez, la moindre des choses, c'est de payer ses impôts. Il y a un minimum d'impôts à payer pour nos fonctions régaliennes, pour faire fonctionner notre justice, notre police, notre santé, bien évidemment. Après, deuxième point, les entreprises se développent à l'international. Et ce qu'il faudrait, c'est qu'en fait, en effet, elles puissent se développer en payant les impôts là où elles font du chiffre d'affaires. Ce serait une règle assez simple et de base. Aujourd'hui, et je vois le cas de Radial, si vous voulez, moi je me suis beaucoup développé à l'international en conservant mes 4 usines françaises et en ayant une 5e, en ayant ma R&D à 80% en France, en ayant toute la qualité totale, le lean, mon informatique, c'est en France. C'est des coûts de structure. Et donc forcément, Radial France ne dégage pas beaucoup de profits, parce que tous ces gens-là sont en France, sont payés en France, et donc l'imposition française de ma société est relativement faible. Je me suis imposé en effet aux États-Unis, en Chine. Donc quand vous vous développez en effet à partir de la France comme je l'ai fait, c'est pas de dire attends je vais optimiser. Non, c'est parce que j'ai gardé des emplois. Donc voilà. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, en effet, vous avez des excès. Vous avez des excès que vous connaissez de Google. Un manque à gagner d'environ 35 milliards d'euros pour l'État. C'est les estimations sur les entreprises qui donc font enregistrer des profits qui seraient éventuellement créés en France si vous voulez, à l'étranger.
Après, Avec des manipulations des coûts de transfert, notamment. Après, vous pouvez optimiser fiscalement. Et ça, c'est pas interdit d'optimiser fiscalement. Le crédit impôt recherche en France, qui a permis aux centres de recherche de revenir, y compris les étrangers, c'est de l'optimisation fiscale. Les gens disent où est-ce que je vais mettre mon centre de recherche, ce qui a été le cas de Microsoft, de Google, etc. Bon, en Italie, c'est pas mal, en Allemagne, c'est pas trop mal. Tiens, en France, c'est dans le crédit impôt recherche. Bon, et les Français font le même raisonnement. Donc, l'optimisation fiscale marche, puisque ça marche en bonus. Donc, il ne faut pas. Si vous voulez, quel est le problème, si vous voulez, en effet, c'est que vous pouvez avoir des abus. Comme récemment, en effet, on a vu la société Apple qui a négocié avec l'Irlande d'un taux d'imposition extrêmement faible. Donc, il faut absolument travailler sur une harmonisation des règles, au moins européennes, voire internationales, pour ne pas avoir de distorsion. Donc, l'harmonisation fiscale internationale me semble fondamentale. Il faut converger vers ça pour pas qu'il y ait de disruption. Après, si vous voyez, il y a une différence entre l'optimisation fiscale et la fraude fiscale. La fraude fiscale, celui qui triche est condamné, condamnable. Il faut le condamner. L'optimisation fiscale, vous le faites, vous vous placez, vous regardez votre assurance vie, etc. Vous le faites, tout le monde le fait aujourd'hui. Donc, ne la confondons pas frontière les deux. est parfois fine. Et après, si vous voulez, pardon. La frontière est parfois très fine. Non, non. Après, si vous voulez, non. Le problème après, si vous voulez, c'est que l'imposition française est devenue folle. Aujourd'hui, nous sommes à un niveau d'imposition. Et vous l'avez vu depuis, il y a eu 30 milliards qui ont été rajoutés sur les entreprises, plus un certain nombre de milliards sur le dos des ménages, en 5 ans. 15 milliards par le précédent gouvernement, 15 milliards par Hollande et son gouvernement. Heureusement, il a été mis en place le pacte de responsabilité, mais si vous voulez, aujourd'hui, nous sommes à un niveau d'imposition global sur les entreprises et sur les ménages extrêmement élevé. Donc quand vous avez un taux d'imposition extrêmement élevé comme ça, il ne faut pas s'étonner que soit des entreprises ou des ménages quittent la France, ou que des gens essayent d'optimiser le plus possible. Donc il faut que le législateur, il faut que le gouvernement comprenne que trop d'impôts tue l'impôt. C'est la courbe de l'affaire de l'économiste. Et donc nous sommes dans cet état-là en France, et c'est pour ça que je suis content de voir quand même que les Républicains mettent dans leur programme une baisse substantielle de nouveau. Après ce pacte de responsabilité qu'on a applaudi, ce CICE qu'on a applaudi, il faut continuer de baisser la pression fiscale sur les entreprises et sur les ménages, mais surtout sur les entreprises créatrices de richesse et d'emplois. Alors justement, en parlant de ces entreprises créatrices de richesse et d'emplois, vous parliez tout à l'heure des champions nationaux du CAC 40 notamment. Est-ce que vous prenez plutôt un investissement de l'État et également du MEDEF auprès de ces champions nationaux, ou plutôt se concentrer vers les PME, un petit peu comme le font les Allemands? Donc, il faut faire les deux. Vous savez, le CAC 40, c'est un atout de la France. D'avoir 40 entreprises qui sont toutes dans les 3 premières de leur niche, ils font rayonner la culture française, ils font rayonner les produits français, les services français. Donc bravo, formidable. Le CAC 40, c'est un énorme atout. Ce sont des vaisseaux amiraux de l'économie française. Donc il faut non seulement qu'ils soient bien en France, qu'ils continuent de se développer partout dans le monde en n'oubliant pas la France, et qu'on chasse en meute, et qu'on développe en parallèle, bien sûr, TPE, PME, ETI, grands groupes. En fait, le problème de la France, c'est qu'on a beaucoup d'entrepreneurs qui se développent, beaucoup de start-up. Il y a une mortalité assez forte à 3, 4, 5 ans, souvent pour des questions fiscales ou de financement. Et puis, donc, un certain nombre de TPE, PME qui sont souvent bloqués à 9 personnes pour une question de seuil ou 49 personnes pour un problème de seuil. Et puis, vous avez une masse d'ETI, entreprises de taille intermédiaire. On est seulement 4500 ETI en France. Vous en avez 10 à 11 000 en Italie, en Angleterre, et vous en avez 12 500 en Allemagne. Donc, vous avez en fait beaucoup d'entrepreneurs en France, start-up, un certain nombre de TPE, PME, 3 millions, ça va, mais elles ne grandissent pas beaucoup, malheureusement. Il faut donc les aider à grandir. Et il faut les aider à grandir qu'une TPE passe en PME, qu'une PME passe en ETI, qu'un ETI passe en grand groupe. Et depuis 30 ans, malheureusement, les 30 piteuses françaises, c'est pour ça qu'il faut créer 30 audacieuses, ben voilà, il faut seulement se dire, si on veut avoir cet objectif du plein emploi en France, qui est mon objectif, il faut revenir à 5 ou 6% de chômage. Pas possible de rester à 10. Eh bien, c'est l'entreprise qui fait ça. Et comment on fait pour faire que nos entreprises se développent, restent en France? Eh bien, voilà, vous arrivez sur 4 blocs de réformes que je décris souvent. La fiscalité plus légère et plus simple, du social beaucoup plus simple, pour que les petites entreprises n'aient pas peur d'embaucher et de grandir. Et puis, une simplification générale de notre environnement. Et enfin, tout ce qui est enseignement, éducation.
Donc, Moi, je vois beaucoup d'entreprises, si vous voulez, maintenant, aujourd'hui, c'est terrible, qui sont seules, des chefs d'entreprise qui sont seuls, des artisans qui sont tout seuls. Ils ont eu un employé, 2 employés, ils ont eu 1 ou 2 prud'hommes, ça leur a coûté une fortune, parce qu'ils payent de leur poche, et ils disent, moi, je suis tout seul, je suis avec mon fils, je suis avec mon épouse, c'est super, ça marche très bien, j'ai pas besoin de m'embêter. Alors, ils ont des carnets de commandes incroyables, hein, ils viennent bosser jusqu'au samedi soir, mais ils sont tout seuls. Ils me disent, non, je ne peux plus m'emmerder, c'est pas possible. Et souvent, dans les startups, vous avez aussi ce problème-là. Vous avez des gens, beaucoup de jeunes, et j'espère que vous en créerez, qui se disent super, j'ai créé ma start-up, etc. C'est super. Je vais essayer de la valoriser un peu. Je ne vais surtout pas embaucher parce que je ne sais pas comment ça marche et j'ai un peu peur. Je valorise et puis je la vends. Et il faut développer, il faut ne pas avoir peur de créer de l'emploi. Il faut que ce soit simple. Donc il ne faut pas qu'on soit tétanisé. Donc ça, c'est sans doute le point majeur. Si vous me demandez une seule réforme à faire en mai 2017, c'est celle-ci. D'accord. Ne plus avoir peur d'embaucher. Et justement, donc vous parlez de ces startups qui ont une espérance de vie relativement limitée. Dans une école comme celle-ci, on nous pousse beaucoup à aller faire nos études ou alors aller chercher des meilleures opportunités à l'étranger. Que dites-vous à des jeunes qui ont fait leurs études en France et qui choisissent d'aller réussir à l'étranger? Est-ce qu'on n'a pas une dette envers la France? Si, mais ce qu'il faut faire, c'est il faut partir à l'étranger, mais en vous disant qu'il faut revenir. C'est le plus beau pays du monde, formidable la France, si vous voulez. Mais ça me paraît important d'aller quelques mois ou parfois quelques années à l'étranger. Ça me paraît très important parce que quand vous allez vivre à l'étranger, quand vous voyez la France de loin, vous la voyez différemment. Vous voyez des pays qui bougent, vous voyez l'entreprise qui n'est plus un problème, qui n'est plus à discuter dans l'immense majorité des pays dans lesquels on va. Les Africains que je connais bien maintenant, mais ils rêvent qu'il y ait des entreprises, mais partout. Ils ne pensent qu'à ça, ils n'imaginent que ça. Ils veulent des entreprises, ils veulent que les jeunes créent de l'emploi et donc créent leur boîte. Si vous voulez, c'est un truc de base. Nous, on est des enfants gâtés, nous. Ah non, c'est pas bien l'entreprise. Ah non, attendez, c'est pas terrible. Non. Et justement, pourquoi expliquer un tel désamour? Par exemple, c'est pareil pour la figure du patron qui, en France, a une représentation très négative au sein de l'imaginaire collectif. C'est pas un phénomène unique au monde, mais c'est quand même bien plus poussé en France. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que les sondages montrent que les salariés aiment leur patron, en général. Ils n'aiment pas le patronat, malheureusement, mais ils aiment bien leur patron. Mais je pense qu'ils vraiment, je pense qu'ils aiment bien leur patron. Oui, la plupart du temps, alors pas à 100%, mais je pense que, vous savez, il y a beaucoup plus de salariés qu'on n'entend pas, qui adorent leur métier, qui adorent leur entreprise et qui adorent leur patron. Ils ne le disent pas, on ne les entend pas, on ne les écoute pas. Moi, j'adorerais qu'on leur passe un micro à ces gens-là. Et je le fais. C'est l'entreprise libérée, ça. Oui, c'est l'entreprise libérée, bien sûr, mais c'est l'entreprise. Si vous voulez, c'est cette folie très politicienne de la France, de dialogue social est politisé à mort. Le modèle social est très politisé. C'est malheureusement, si vous voulez, un héritage qu'on a depuis 30 ans, 40 ans. Qui fait qu'aujourd'hui, on est encore très pénalisé par ces... Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'excès, je ne dis pas qu'il n'y a pas des patrons voyous. Bien sûr, il y a des excès, il y a l'excès de la financiarisation, il y a l'excès de la spéculation. Mais encore une fois, si on arrive à faire une économie humaine, et je dirais profondément humaine, c'est gagné. C'est gagné. Une entreprise, encore une fois, une entreprise, ça peut fonctionner durablement que si les hommes et les femmes qui sont dedans fonctionnent bien. C'est comme sur un bateau, c'est comme dans une cordée en montagne, c'est comme sur un équipage, sur un voilier qui fait le tour du monde. Je dirais que vous avez plein d'exemples. C'est pas possible autrement. Justement. Et s'il n'y a pas ça, l'entreprise ne marche pas, le patron est dégagé et viré, ou les actionnaires perdent leur argent. Enfin, si vous voulez, donc on a voulu politiser tout ça pour des tas de raisons historiques, culturelles. Après, il faut remonter faire la psychanalyse de la France, si vous voulez, sur ces sujets-là. Mais je pense qu'on n'a plus le temps maintenant. On n'a plus le temps. Là, il faut regarder un peu l'histoire. On peut revenir à la Révolution française, à mai 68, aux accords après la guerre de 45, etc. On peut faire un bilan d'entomologiste de la France. Bon, par contre, moi, ce que je vois, si vous voulez, je suis très opérationnel sur mon terrain avec ma société radiale. Moi, je vois juste des pays qui bougent, des concurrents qui bougent. Vous êtes en train de libérer Radial, justement. Est-ce que Radial va devenir une entreprise libérée? J'espère qu'elle est déjà en partie libérée. Vous savez, non, je vais vous dire, le secret de Radial, c'est que quand je suis arrivé en 92, c'est une société qui était un peu... Les marchés étaient difficiles à cause du mur de Berlin, on fait des composants électroniques.
Et en fait, je me suis beaucoup intéressé à la mondialisation. Donc, on est parti beaucoup en Asie, aux États-Unis, et beaucoup de télécom, puisque je suis ingénieur télécom. Donc, on a fait une décennie formidable. Et après, en 2001, j'ai eu la révolution du numérique, l'explosion de la bulle Internet. J'ai perdu 40% de mon chiffre d'affaires. Et là, vous vous posez des questions fondamentales. Bon, j'ai mis 12 à 18 mois à restructurer, et je me suis dit, mais plus jamais j'embaucherai en France. Et c'est trop compliqué, c'est trop dur, se restructurer. Mes concurrents, ils avancent, etc. En quelques semaines. Bon. Et moi, 12 à 18 mois, je suis sorti en lambeaux. Puis après, je me suis dit, mais c'est pas possible, je suis chef d'entreprise, et je me donne comme consigne, comme tous mes pairs, jamais plus on embauchera en France. C'est trop compliqué dans ce monde. Vous voyez. Donc c'est là où vous posez la question, mais on est fou. Si les patrons réagissent comme ça, mais on est fou. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? C'est là où j'ai commencé à m'intéresser aux fédérations, au syndicalisme, etc., professionnel et pas. Et, bon. Et puis, c'est là où je me dis, mais il faut faire cette révolution. Et donc, la révolution, c'est de se dire, à Radial, moi, j'ai fait beaucoup de qualité totale et beaucoup de lean management. J'avais une personne, une ouvrière, il y a 15 ans, je me souviens, qui faisait un geste répétitif comme ça, dans une de mes usines à Château-Renaud. Et je lui ai dit, madame, j'ai un problème, parce que ce geste-là, un robot peut le faire très très bien, 20 fois moins cher, les Chinois 30 fois moins cher, donc on va avoir un problème. Il dit, oh, vous allez me licencier? Non, je ne vais pas vous licencier, mais il va falloir qu'on vous fasse évoluer pour que vous fassiez autre chose. Et donc, ça s'appelle du lean management. Donc, vous prenez des gens comme ça, vous les mettez en confiance, vous les formez. Cette personne-là, 18 mois après, elle avait 5 ou 6 PC sur la table. Elle allait chercher ses composants toute seule. Elle imprimait son ordre de fabrication. Elle faisait l'assemblage complet du composant. Elle le testait électriquement, fonctionnellement, optiquement, mécaniquement. Le produit sortait immédiatement. Donc, cette personne-là, elle est beaucoup plus passionnée par ce qu'elle fait. C'est beaucoup plus intéressant. Deuxièmement, on lui dit, mais donnez-nous des idées de progrès sur votre poste de travail. Est-ce que vous avez la lumière, votre tournevis qui tombe tout le temps, etc. Et puis, vous attendez les composants de votre... etc. Il faut donnez-nous des progrès de process. Donc, vous faites confiance aux gens. Vous leur faites utiliser leur cerveau. Et troisièmement, cette personne-là est employable. Elle est devenue employable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a pris des initiatives, elle est polyvalente, elle sait faire plein de choses. Eh bien, une personne qui avait ni le bac, ni, je crois, le BEPC, eh bien, par le bon sens, par la confiance, on l'a rendue, je dirais, extrêmement. C'est ça, une entreprise d'aujourd'hui. C'est une entreprise qui, en effet, fait attention à ces hommes et ces femmes. Moi, j'ai une trilogie à Radial, c'est des clients heureux, des hommes et des femmes épanouis, et, je dirais, des profits pour que tout ça fonctionne dans la durée. Et si vous voulez, cette trilogie, quelque part, clients, hommes et femmes, actionnaires ou profits pour l'investissement du futur, est essentielle. Et si l'un des 3 piliers ne marche pas, eh bien, ça ne marche pas. Si vous avez des clients qui ne sont pas heureux, ça ne marche pas longtemps. Des hommes et des femmes qui ne sont pas heureux, ça ne marche pas longtemps. Des actionnaires ou des profits que vous ne gérez plus, vous ne pouvez plus faire fonctionner votre boîte. Donc, c'est très... En fait, tout ça est d'une simplicité biblique. Hein. Vous avez fait des grandes études, vous devez me dire, mais il est malade, ce gars. Non, c'est comme ça que ça fonctionne partout. Alors, nous, en France, on complexifie tout. Tout est compliqué, tout est politisé. Mais non, les gars, c'est l'humanité, ça. Allez voir en Chine. J'ai voulu emmener nos 5 partenaires sociaux en Chine il y a une semaine. Monsieur Martinez, Monsieur Mailly, Monsieur Berger, etc. Il y en a un qui a dit oui, qui est venu avec moi. La CFTC, formidable. Philippe Louis. Et Philippe Louis, partenaire social, il a géré pendant 5 ans un commerce. Mais il a tout compris. Il a tout compris. Il a compris. Donc, si vous voulez, les discussions sont simples. Et lui, il est dans l'économie humaine. Il protège les salariés, il protège les collaborateurs, mais il n'est pas dans l'idéologie. Il comprend que le monde est comme ça, que l'entreprise est fondamentale. Il n'y a pas mieux que l'entreprise. Je veux dire, si tous nos politiques, tous nos élus, tous nos députés, tous nos professeurs, tous nos magistrats, tous nos fonctionnaires, tous nos compatriotes comprennent le rôle essentiel de l'entreprise et qu'elle fonctionne partout comme ça, et qu'on va réduire les excès, c'est vrai, d'un côté ou de l'autre, eh bien, encore une fois, vous avez une Formule 1 sous le pied. Et la Formule 1, elle est là, hein. Elle est prête à redémarrer en quelques mois. Faisons confiance aux entreprises, aux entrepreneurs, à leurs équipes, et ça marchera. Un gouvernement qui continuera de ne pas avoir la confiance des chefs d'entreprise n'ira nulle part. Un chef d'entreprise, ça ne fait pas la grève, ça attend. Alors justement, ils ne sont pas tous venus avec vous, ces partenaires sociaux, notamment la CGT. Oui, alors la CGT, on a vu sur votre blog, vous ironisez CGT que vous définissez par chômage général pour travailleurs. Justement, les syndicats, on sait qu'ils sont nécessaires pour offrir une force de négociation aux salariés, ça c'est certain, mais on remarque aussi qu'ils sont assez déconnectés de la réalité économique. Alors justement, comment les réformer, comment aller vers un meilleur dialogue social ?
D'abord, il faut qu'ils acceptent de venir avec moi en Chine pour voir, d'abord, un pays qui était au Moyen-Âge et qui s'est développé, et deuxièmement, la France de loin. La France vue de Californie, de Côte d'Ivoire, d'Asie, du Vietnam, de n'importe où, c'est différent. Voilà. Alors après, si vous voulez, sur le syndicalisme français, on a 5 partenaires sociaux. Je crois qu'il y en a 3 qui sont réformistes, avec lesquels on peut bosser, on peut discuter, on peut négocier. Il y en a 2, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'ils cultivent toujours et encore la lutte des classes, parce qu'ils cultivent toujours et encore le rapport de force permanent, et parce qu'ils cultivent quelque part la haine de l'entreprise privée. Voilà. Alors, l'entreprise privée, c'est des actionnaires, c'est actionnaires privés, c'est dividendes, c'est du capital, c'est pas bien, c'est pas beau. Donc, si vous voulez, c'est compliqué. Moi, je ne sais pas négocier ça. J'adorerais me mettre à table en disant, bon, on va partager une vision, on va partager des valeurs, on va aller ensemble en Chine, on va aller ensemble en Californie, on va aller voir des entrepreneurs qui risquent tout, qui risquent leur patrimoine, qui s'endettent, qui prennent des risques tous les jours. Mais venez voir un peu comment ça se passe. Donc, ce que je dis, c'est que tant que la CGT sera dans un mode extrêmement idéologique de rapport de force permanent, de lutte des classes en permanence et de non-acceptation de l'entreprise privée et de l'économie de marché, donc, ce sera très compliqué. Je parle au niveau national. Force ouvrière, c'est pas loin d'être la même chose. Après, dans nos entreprises, ça peut être plus facile parfois. Ou parfois plus compliqué. Mais je dirais que les discours nationaux de ces syndicats sont terribles. Quand j'entends Jean-Claude Mailly me dire « moi l'emploi, je m'en fous royalement, ça me gêne ». Ah bon, vous en foutez, vous avez des enfants? Non, mais c'est pas mon problème. Je dis là, je suis gêné là, parce que moi mon obsession, c'est l'emploi, notamment des jeunes, de nos gamins. Donc si vous voulez, ça c'est un premier problème. Donc voilà, il y a quelques modifications à faire. J'espère que nos compatriotes comprendront que c'est un problème, que ça peut bloquer, durablement un pays. Oui. Oui. Donc paysage syndicaliste français. Il y en a un qui a une place à part, donc c'est le vote, c'est le MEDEF. Donc le Mouvement des entreprises de France, c'est une organisation que l'on connaît tous, certes, mais pas nécessairement en profondeur. Par exemple, vous avez, lors de votre dernier passage à On n'est pas couché, mis au défi Léa Salamé, si elle fondait son entreprise, de se passer du MEDEF plus de 3 mois, si je me rappelle bien. Pourquoi le MEDEF est-il si important? Mais en fait, d'abord, vous savez, le MEDEF, c'est Mouvement des entreprises de France. C'est 3 mots magiques. Mouvement, on essaie d'être en mouvement, en proposition, en action. Des entreprises. Il n'y a rien de plus beau qu'une entreprise. C'est la plus belle institution après la famille, une entreprise. Bon. De France. Rien de plus beau que la France. Donc déjà, vous partez sur 3 mots. Deuxièmement, on nous caricature toujours en disant c'est le CAC 40, le MEDEF, etc. Non, c'est 750 000 adhérents. Donc on a le CAC 40, 140. On a 4500 ETI, entreprises de taille intermédiaire, au-delà de 250 personnes. Et donc il reste 745 000 TPE, PME. Vous voyez, donc le MEDEF, c'est une armée. C'est une armée de TPE, PME de territoire. Donc, et troisièmement, si vous voulez, moi je rêverais, mais je le dis très souvent de façon impertinente à des députés, des ministres qui me disent mais pourquoi vous ne créez pas d'emploi et ceci, vous devez être content, etc. Bon, le type est fonctionnaire en général, tout va bien, la vie est belle, il a son salaire, sa retraite. Bon, je dis monsieur le député, mais créez juste votre entreprise, mais juste créez-la, mais d'emploi marchand, pas d'emploi public. Mais vous verrez, créer et embaucher une personne, juste une. Vous verrez, vous viendrez au MEDEF. Parce que justement, c'est tellement galère que il faut être un héros. Et je le dis, les chefs d'entreprise sont des héros. Ce sont des héros, les gars. Ce sont des gens qui ont des idées, des projets. Ils se sont jetés à l'eau. Ils se sont endettés. Ils doivent rembourser leurs dettes. En plus, on leur demande d'embaucher. Ils embauchent. Formidable. Ils font vivre des familles. Formidable. Ils se prennent tous les coups. Et rien n'est assuré demain. Ils doivent inventer le futur. Ils doivent inventer des produits, des services. Ils doivent motiver. Ils doivent manager. Ils doivent gérer leurs clients. Non, et vous avez 3800 pages de code du travail à gérer en plus, vous voyez, plus 80 codes et 400 000 normes. Monsieur le député, créez votre boîte. Vous allez voir, dans 3 mois, vous êtes au MEDEF. Vous êtes au MEDEF parce que nous combattons, si vous voulez. Nous avons 3 missions. Nous avons une mission d'expliquer que la France est un immense pays avec des atouts et donc une vision. C'est ce qu'on appelle le MEDEF de vision 2020-2025. Je vous recommande ce livre formidable qu'on trouve en librairie qui s'appelle « Le monde bouge et la France », point d'interrogation. Deuxièmement, on est un MEDEF de lobbying.
donc en défensif. Ça, c'est malheureusement le gros travail du MEDEF. On ne s'en rend pas compte, mais si vous voulez, on est tout le temps en train de parer des buts. On est dans des cages de foot et il y a 577 députés qui veulent nous mettre un but. Enfin, c'est pas tout à fait vrai, mais qui veulent donc augmenter les taxes, augmenter les cotisations toute la journée, augmenter la complexité, nous faire. Enfin, si vous voulez, c'est délirant. Donc nous au MEDEF, mais c'est du défensif. Donc on leur dit augmentez pas les taxes, augmentez pas machin, faites pas ça, faites pas ça, faites pas ça. Donc ça c'est le gros travail qui est très pénible parce qu'on est en défensif. Puis vous avez un MEDEF d'action, de proposition offensif, où là, en effet, on fait des opérations avec les déterminés, on essaie d'aider nos PME de province pour qu'on les aide sur des contrôles fiscaux, des problèmes de TVA, des problèmes sociaux, etc., de les accompagner à l'export, de les mettre au numérique. Donc tout ça, ce sont des grandes initiatives beaucoup plus intéressantes parce qu'on va vers l'avenir, on va vers le futur, on les aide. Donc un MEDEF de défense. Mais c'est ce MEDEF de combat, si vous voulez, pour de des combat entrepreneurs pour qui sont les héros de la société. C'est exactement ça. C'est ce qu'on gardera comme conclusion de cette première partie. On va passer, M. Gattaz, si vous le voulez bien, vu que l'heure tourne. Cette deuxième partie, donc, c'est devenu traditionnel à Tribune maintenant. On va vous présenter, donc, sur votre écran devant, 2 mots. Et vous devrez choisir entre ces 2 mots. Mais avant tout, on va faire « si vous étiez ». J'ai rien compris. Mais si vous étiez. Vous verrez. Nathalie Kosciusko-Morizet n'avait pas bien compris au début aussi, elle s'est prêtée au jeu ensuite. Bon, si vous étiez une loi, quelle est la loi que vous préférez? Que je préfère? Ouais, une loi. Aucune? Non, je pense que non, je pense qu'il faut des lois et je pense. La loi travail peut-être? Si vous étiez une loi, non, je prendrais les valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité, qui sont très importantes et qui sont le fondement de notre République. Si vous étiez un homme politique? Écoutez, j'aime beaucoup Churchill et j'aime beaucoup De Gaulle. Les héros de la Seconde Guerre mondiale. Si vous étiez une entreprise. Parce qu'ils ont des convictions, parce qu'ils avaient une vision, parce qu'ils sont battus pour leur pays. Churchill a été formidable de courage et De Gaulle d'une vision pour le pays à 30 ans. On vit encore d'une vision gaullienne et pompidolienne sur les télécoms, sur l'aéronautique, sur le spatial, sur la défense, sur les TGV qui sont hérités de cette vision conquérante et positive d'une grande France. Et moi, ça me touche profondément. Et je pense qu'il faut retrouver cette vision. Alors, sans revenir aux 30 Glorieuses, parce que le monde a complètement changé, mais dire c'est par l'entreprise qu'on peut faire ça, ces grands projets formidables, et les politiques ont à faire le lit fiscal, social de la réglementation pour que nous, les Christophe Colomb de la France, on puisse aller avec nos vaisseaux à l'attaque du monde et du futur. Alors justement, si vous étiez une entreprise, et vous n'avez pas le droit de dire Radial, évidemment, ça serait trop facile. Une entreprise qui vous inspire, peut-être à l'étranger, peut-être en France, une start-up, une PME, un concurrent qui vous inspire. Écoutez, oui, alors je vais vous parler de Gore, tiens. C'est un concurrent de Radial. Gore est un immense groupe qui fait des Gore-Tex, qui fait des anoraks, qui fait du textile, qui s'est diversifié à mort, qui fait des composants électroniques, qui fait des câbles électroniques, et qui ont poussé la qualité totale, le lean management et l'entreprise libérée de façon formidable, avec des profits incroyables. C'est-à-dire, en fait, c'est vraiment un bel exemple pour moi. Si vous étiez une femme? Mon épouse. Naturellement. Et si vous étiez un syndicaliste? Hormis vous-même, évidemment. Écoutez, j'ai fait une rencontre intéressante l'autre jour. J'ai fait 2 rencontres intéressantes. Le syndicaliste européen, qui s'appelle Vincentini, je ne connais plus son prénom, et le président du syndicat allemand DGB, qui s'appelle Dietmar Hoffmann. Les deux sont surpris par un discours très pro-entreprise et très pro-compétitivité. Dietmar Hoffmann, je lui ai dit, quel est votre mot-clé, monsieur le syndicaliste allemand, chef des syndicats allemands? Et sans hésiter, il m'a dit competitiveness. Ah, je me suis dit, c'est formidable ça. Mais pourquoi competitiveness? Il dit, monsieur Gattaz, c'est simple, hein, c'est les entreprises, c'est là où on fait de la formation, des apprentis, on fait du pouvoir d'achat, on exporte, on innove, on crée, c'est une communauté humaine. Il faut que les entreprises soient compétitives pour faire tout ça. Il avait tout compris. Voilà.
Bon, c'est tout. C'était donc voilà. Ces deux messieurs. Donc Alors. on va maintenant passer au Fast and Curious. On va vous présenter donc 2 mots et vous allez devoir le plus rapidement possible choisir entre l'un des deux. Aïe, aïe. Celui que vous préférez. Ah, j'aime pas ça. Trop tard. SMIC intermédiaire ou SMIC à 1700 €? Ah, mais il faut que j'explique là. Ah, oui, évidemment. Si vous voulez, le SMIC intermédiaire, je peux expliquer. Vous pouvez, vous êtes là pour ça. Ouais, en fait, ce que j'ai proposé, si vous voulez, il y a quelques temps, et que je continue de pousser, c'est qu'on imprime avec la hauteur du SMIC pour des gens qui sont très loin du marché du travail. Donc, il faut leur donner l'équivalent d'un SMIC, 1100 €. Mais ce que je propose, c'est que l'entreprise ne paye pas 1100 €, 1200 € parce qu'on ne va pas prendre ces jeunes ou moins jeunes sans formation. Il faut les former. Donc ce qu'on dit, c'est qu'il faut que l'entreprise paye peut-être 500 ou 600 € pendant 1 ou 2 ans et que ça soit abondé par l'État et que ça soit une période de formation. Donc l'idée, c'est de créer non pas un SMIC jeune ou un SMIC intermédiaire, qui sont des mots qui font tout de suite très peur. C'est une session, je ne sais pas si on peut appeler ça un emploi marchand aidé, un emploi marchand aidé ou une formation aidée, qui permettrait à des entreprises de se dire ça va me coûter que 500 ou 600 € et le jeune ou le moins jeune que je vais prendre, eh bien, je vais le former et pendant 1 ou 2 ans, et puis ensuite je le remettrai au SMIC parce que c'est le contrat. Donc moi je crois beaucoup à ça. Aujourd'hui, le SMIC en effet pose des problèmes pour des populations très loin de l'emploi. Un SMIC adapté pour les premières années de contrat. Il faut le considérer comme un SMIC de formation, si vous voulez. C'est une rémunération de formation. C'est mieux d'avoir quelqu'un avec un pied dans l'entreprise que 2 pieds dehors, comme on dit. Donc quelqu'un au chômage, il n'y a aucun espoir. Il ne se forme pas. Quelqu'un qui a un pied dans l'entreprise, il faut qu'on puisse le payer 1100 € pour son pouvoir d'achat, en effet, mais que ça ne coûte pas 1100 €. Donc c'est pour ça qu'on a imaginé ce dispositif qui permettrait d'avoir 1 ou 2 ans de formation. Donc c'est un emploi de formation. Un SMIC marchepied vers le monde du travail. C'est un SMIC marchepied, mais voilà, il faut trouver le bon mot qu'on n'a pas encore trouvé, parce que SMIC intermédiaire est un mot qui n'est pas trop mal, mais qui n'est pas suffisamment explicite. Je pense qu'il faut plus parler de formation, de période de formation payée, rémunérée. Philippe Martizez ou Jean-Claude Mailly? Je mets un joker. Ok. Vous n'en avez qu'un, trop tard. Télécom Bretagne ou George Washington University? Oh, j'ai bien aimé les deux. Là encore, écoutez, je suis patriote Télécom Bretagne. Patron plumé ou parachute doré? Un patron plumé, tiens. Un patron plumé, vous savez, c'est ce qui se passe aux États-Unis avec des CV de jeunes qui ont voulu entreprendre, qui sont plantés une fois ou deux, et qui ont la rage. Et très souvent, des gens qui ont essayé, des jeunes ou moins jeunes qui ont essayé, qui sont plantés, ils ont la rage de réussir. Et ça fait des gens diaboliquement efficaces. Alors, il ne faut pas se planter à chaque fois, 10 fois, 20 fois. Bon, là, ça ne va pas. Là, il faut faire autre chose. Là. Mais je dirais, je pense que c'est ça qui est intéressant. La crise, c'est toujours danger et opportunité. Chine libérale ou France communiste? Ça me fait rire, ça. Qu'est-ce que je préfère? Qu'est-ce que vous préférez? Une bonne France communiste. Évidemment, classique. Chemise boutonnée ou chemise déchirée? Là, je préfère vraiment boutonner. Il y en a qui ont eu des problèmes. Ça, je n'ai pas du tout aimé, chemise déchirée. Mais pas du tout, du tout. Hein. Ça, c'est clair, si vous voulez, c'est que si on vous fait le coup dans votre entreprise, que ça se finit en pugilat, le dialogue social, chemise déchirée, séquestration, c'est puni par c'est pas possible. On ne peut pas accepter la violence. C'est pas possible physique. C'est pas possible. Sinon, je dirais, pour vous démotiver définitivement de créer une entreprise, de gérer des hommes, de les embaucher, des hommes et des femmes, il n'y a rien de tel. Une chemise déchirée, si vous voulez, moi j'étais au Nigeria. Quand ça s'est passé, je regardais à la télévision à 20h, le programme du Nigeria à Lagos. Bon, je regarde, et puis je vois, tiens, un type qui court, une chemise déchirée, et il monte le truc. Je me dis, tiens, c'est une série américaine, c'est pas mal, on va voir les flics américains qui vont sortir. Et je vois Air France, machin. Je me dis, mais c'est pas possible, Enfin, si vous voulez, 20h à Lagos.
Donc le monde Une belle a publicité. vu ça. Non mais je dirais, donc, pour alimenter un French bashing de fou, il n'y a rien de tel. Les gens ne se rendent pas compte, mais voilà, que on est observé, le monde est là, le monde observe la France, observe tout, la communication, Internet, on sait tout. Donc il faut montrer, voilà. Et ça, la violence, c'est pas possible. Héritier ou self-made man? Ben, si vous voulez, on ne choisit pas son statut. Je dirais, bien sûr, on est ce qu'on est. Je dirais, moi, j'aurais adoré ne pas être le fils d'Yvan Gattaz, même si j'adore mon père. Je vénère une admiration sans borne pour lui. C'est un type formidable. Mais après, on est comme on est, si vous voulez, et nos enfants seront les mêmes. Donc, voilà, quand on est dans une famille, je dirais, plutôt qui réussit, etc., ben, bravo, formidable, mais il faut que ça suive derrière. Il faut continuer. Et la responsabilité doit continuer, et rien n'est jamais acquis, et il faut, voilà. Et je pense que on est comme on est, et on est, voilà, c'est chance et malchance, malheureusement. Et si vous aviez pu choisir? Ben, self-made man. Moi, j'aurais rêvé de créer mon entreprise à partir de zéro. Bon, alors c'est vrai que quand vous gérez une entreprise familiale, vous la réinventez en permanence. Vous prenez des crises, vous prenez des coups, vous la gérez. Bon, c'est vrai que Radial, on est passé de 70 millions d'euros il y a 20 ans à 300. On a gardé 4 usines en France, on en a rajouté une 5e. On a fait tout ça en autofinancement, on exporte à 90%. Donc c'est une belle aventure. Faut jamais dire que c'est une réussite parce que vous savez, seuls les paranoïaques survivent, comme le disait le patron d'Intel. Bon, voilà, donc je dirais qu'on se remet toujours dans un monde qui bouge, toujours en question. Et voilà. Héritier ou pas héritier? CGT terroriste ou MEDEF incendiaire social? Si vous voulez que je choisisse entre les deux? Lequel est le plus vrai? Non, écoutez, je pense que... Joker, deuxième joker. Non, c'est ni l'un ni l'autre. Pourquoi? Parce que c'est vrai que lorsque la CGT a bloqué et a fait des actes durs, de blocage de ports, de ronds-points, etc., il faut savoir que j'ai parlé d'actes de terroristes et d'actes de voyous. Alors, ça tombait mal, le mot terroriste tombait mal parce qu'on était dans les attentats. Donc j'ai retiré ce mot le lendemain en disant non, c'est un peu fort, c'est pas machin. Mais je retiens que ce sont des actes de voyous. Et c'est puni par la loi. Vous n'avez pas le droit d'empêcher les gens de travailler. Article 461-1. Donc vous n'avez pas le droit. Et donc, quand vous avez des gens qui vous empêchent de travailler, ben, ils sont hors la loi. Je suis désolé. Voilà. Donc, je pense que tant qu'on continue ça, eh ben, ça ne marchera pas en France. En marche ou à vélo? À vélo. Je ne veux pas faire de politique. Bah justement, en parlant de politique, Trump ou Clinton? Non, là, aucun des deux? Ben, si vous voulez, après, vous pouvez pas vous... Non, mais après, non, il faut attendre le résultat là. Attendons. Merci beaucoup, Monsieur Gattaz. J'en prie. On va passer quelques instants le micro à notre public, si certains membres de l'assistance veulent s'adresser directement à vous. D'accord. Merci pour vos questions et votre animation qui était très professionnelle. C'est nous qui vous remercions. Bonsoir Monsieur Gattaz. Bonsoir Monsieur. Vous nous invitez à réfléchir à un projet sur 20 ans et vous restez quand même très franco-français, très la France dans 20 ans, les Christophe Colomb français. Est-ce que vous pensez qu'il ne faut pas aussi inscrire le projet français dans l'Europe et s'inspirer d'entreprises comme Airbus et des modèles d'entreprises européennes plutôt que de continuer à réfléchir et de penser à des champions nationaux uniquement? Non, si, vous avez raison. C'est la France ne peut pour moi survivre qu'en étant très mondialisée. Très mondialisée. Donc au contraire, je dis l'inverse. Je dis que si on se recroqueville sur nous-mêmes, si on fait du patriotisme économique de protection mal placée, anti-mondialisation, anti-Europe, ça ne marchera pas. Par contre, si vous voulez, on a des bases. On est un pays dans l'Europe. Je pense qu'il faut faire fonctionner notre pays. Les Allemands attendent que ça, qu'on se redresse économiquement. Ils sont peinés parce que l'Europe ne pourra fonctionner que si l'attelage franco-allemand fonctionne.
Or aujourd'hui, avec nos 10% de chômeurs, notre croissance atone et nos réformes pas faites, les Allemands nous disent « Mais qu'est-ce que vous foutez les Français ?» Il n'y a pas qu'eux qui nous disent ça. Donc il faut qu'on avance dans ce que je viens de vous expliquer, si vous voulez, sur le plan économique principalement. Après, le problème de sécurité, etc., bien évidemment, le problème régalien, bien évidemment, mais l'économie, je viens de vous l'expliquer, c'est 75% du programme qu'il faut faire, programme politique qui tienne la route pour mai 2017. Donc en effet, faisons que notre base arrière, la France, aille bien, aille mieux, que nos jeunes aient de l'emploi, que voilà. Et puis ensuite, en parallèle de ça, construisons l'Europe, bien sûr. Et l'Europe, c'est un projet formidable. Il faut retrouver une vision. Le MEDEF a beaucoup travaillé sur France 2020, ce projet dont je vous ai parlé. Nous allons très sereinement et nous allons travailler sur Europe 2025, sur le même mode, avec beaucoup de contributions, etc. Il faut construire une vision simple, enthousiasmante de l'Europe de demain, compréhensible par tous. Si c'est des discours ou des documents de technocrates, ça ne marchera pas. Donc il faut recréer une vision simple mais enthousiasmante pour tous les Européens que nous sommes, les 500 millions de personnes. C'est fondamental. Mais construire l'Europe de demain avec une France faible, ça va être très compliqué. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous avez beaucoup parlé vous avez insisté sur les notions de apolitiser, dépolitiser l'entreprise, mais concrètement, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je sais que c'est un vaste sujet, c'est une vaste question, mais oui, si vous voulez, je me pose la question sur l'économie socialiste de marché des Chinois. Deng Xiaoping, 78. Enrichissez-vous, créez votre entreprise. Qu'importe que le chat soit blanc ou gris, l'important c'est qu'il attrape la souris. Voilà, il a tout dit, si vous voulez. L'économie est fondamentale pour un pays qui soit à gauche ou à droite. Les Anglais nous l'ont montré avec Tony Blair, etc. Les Allemands nous l'ont montré avec Schröder. Ils sont tous arrivés sur le fait que leur pays marchait mal parce que l'entreprise marchait mal, que l'économie marchait mal. Il y a des bases. Donc si vous politisez le dialogue social, les relations sociales, si vous considérez que le travail c'est une souffrance, que c'est une exploitation du peuple par quelques-uns, on est foutu. Ça fait beaucoup d'années qu'on diffuse ça. En France, malheureusement, c'est très ancré. Heureusement, ça change. Les jeunes n'ont plus cette vision-là. Les compatriotes, nos compatriotes français mettent l'institution entreprise en tête de toutes les institutions d'une trentaine, en haut de la liste. Donc ça change. Mais si vous voulez, il y a encore des aberrations. Donc dépolitiser, ça veut dire faire comme la défense nationale. On a besoin de la défense pour protéger le pays, qu'on soit à gauche ou qu'on soit à droite. Voilà. Eh bien, on a besoin de l'entreprise. Donc il faut que les partis politiques nous laissent tranquilles, regardent comment ça fonctionne l'économie de marché dans le monde entier, et puis à partir de là, acceptent que l'entreprise c'est formidable, machin, et que les valeurs, que les politiques de gauche et de droite se différencient par autre chose. Qu'on parle du mariage pour tous ou pas pour tous, qu'on parle de la déchéance de la nationalité, etc. Ça, c'est des vrais problèmes avec des sensibilités de gauche et de droite. Moi, je m'en fous. J'ai des opinions personnelles. Mais ça ne va pas me gêner pour travailler, pour exporter, pour innover, pour embaucher. Voilà des autres débats, qui sont des débats de gauche et de droite. Donc laissons-les bosser là-dessus, sur tout ce que vous voulez, mais laissez-nous tranquilles. L'économie, elle est partout au même moment, et les entreprises, ça marche avec des clients, des hommes et des femmes, des actionnaires, des fournisseurs, des partenaires. Point. Ça marche comme ça dans le monde entier, et il faut accepter ces règles. Et elles ne sont pas encore totalement acceptées, pas totalement enseignées en France. L'enseignement de l'économie, je suis désolé, en première, c'est de la macroéconomie, et c'est parfois un peu particulier. Je pense qu'il faut enseigner la microéconomie, l'entreprise, le commerce, très tôt, parce que tout le monde veut être commerçant, tout le monde veut être artisan, tout le monde veut créer sa boîte. Il y a des trucs de base qu'il faut connaître. Et ce n'est pas d'être à gauche et à droite, c'est la vie. Merci. Compris. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pensez justement, d'après ce que vous venez de dire, que l'homme d'entreprise ou le chef d'entreprise a une place en politique, par exemple dans un ministère? Moi, je crois que oui. Fondamentalement, je pense qu'il faut rapprocher les mondes, comme je dis. Moi, je pense qu'il faut faire tourner et que plus de chefs d'entreprise puissent accepter des missions. J'ai proposé à François Hollande et Michel Sapin, par exemple, que toutes les administrations françaises, les 25 ou 30 plus grandes, il puisse y avoir un binôme
entre un haut fonctionnaire et un chef d'entreprise, de telle façon à, sans arrogance, pouvoir expliquer, nous, dans nos entreprises, comment on gère notre personnel, la motivation, les processus, l'optimisation des processus, la structure de nos entreprises. Faire plus avec moins, toujours, en se remettant tout le temps en question et en motivant nos salariés, donc en motivant les fonctionnaires. Mais voilà un projet formidable qui permettrait de dire on va faire mieux avec moins. Et on va le faire de façon intelligente, avec tout le monde. Avec tous nos fonctionnaires, on va le faire. Mais ça, on serait capable de le faire au niveau dans les entreprises. Et c'est pour ça que je pense qu'il serait intéressant qu'il y ait beaucoup plus d'hommes et de femmes d'entreprise, qu'ils soient professions libérales, artisans, TPE, PME, grands groupes, et qu'il y ait des passerelles. Est-ce que le président d'entreprise, Pierre Gattaz, serait un bon haut fonctionnaire ou un bon homme politique? Non. Non, mais je ne sais pas. En fait, je ne me suis pas posé du tout la question pour moi. Ce que je pense, c'est que je vois des gens qui sont à la retraite, des jeunes retraités d'entreprises, qui ont une expérience formidable, qui ont laissé des groupes formidables et qui pourraient avoir un talent pour aider, pour prendre des missions. On a vu, par exemple, Thierry Breton, pendant un certain temps, ministre de l'économie, qui est un grand ministre de l'économie, qui est un grand chef d'entreprise. Je crois que des opportunités comme ça, il faut être capable de les saisir, de le faire. Oui, je crois qu'il faut rapprocher les mondes et faire que les fonctionnaires viennent plus en entreprise et que les gens d'entreprise, les hommes d'entreprise et femmes, y compris nos collaborateurs salariés, aillent plus dans le monde politique. Michelin, Jean-Dominique Sénard a autorisé, par exemple, pour que ses salariés aillent dans le monde politique, de leur donner la possibilité de faire 1 ou 2 mandats en tant que député ou sénateur, député principalement, et de revenir dans l'entreprise en garantissant un poste et une rémunération. Et je trouve ça très très bien. Bonsoir Monsieur Gattaz. J'ai une question concernant les syndicats. Est-ce que vous êtes optimiste quant à l'évolution du pouvoir des syndicats en France? Parce que c'est peut-être une question qui nous concerne particulièrement. On a l'impression qu'ils ont un pouvoir qui est beaucoup trop élevé par rapport au nombre de personnes qu'ils représentent et qu'ils ont un tel pouvoir de nuisance qu'ils ne sont pas obligés de se remettre en question. Est-ce que vous voyez une issue positive à ce conflit ou pas tellement? Oui, moi je suis un indécrottable optimiste, hein, vous savez. Sinon on ferait pas chef d'entreprise et on ne ferait pas patron du MEDEF. Oui, si vous voulez, ce qu'il faut, c'est que ça ne dure pas encore 50 ans. C'est ce que je vous l'ai dit. On a besoin de syndicats responsables et constructifs qui alimentent un dialogue social de terrain le plus possible et en effet le moins idéologique et le moins politisé possible. Après, vous avez des problèmes qu'il faut les faire évoluer. Peut-être la loi peut le faire, sans doute. Et puis deuxièmement, le financement. Moi, je suis pour un syndicat patronal et des salariés qui soit en grande majorité financé par les salariés, pour ce qui est des salariés, les patrons. Donc si vous êtes content en tant que MEDEF, vous apportez une cotisation au MEDEF en tant que client, adhérent du MEDEF, et en tant que salarié, la même chose vis-à-vis de la CGT, de Force ouvrière. Aujourd'hui, le système syndicaliste français est extrêmement subventionné. Donc vous pouvez faire toutes les bêtises de la Terre, vous avez les financements qui vont bien pour continuer ces bêtises, si vous voulez. Donc il y a un problème là. Mais moi, je vois, si vous voulez, je pense que les Français en ont marre aussi. Quand je vois les manifestations ou les mobilisations qu'il y a eu sur la loi du travail avec des actes vraiment de violence contre l'hôpital de Pasteur à Paris, notamment, si vous voulez, c'est juste insupportable. Et je pense que les Français n'ont pas aimé non plus. Donc, voilà, donc je pense que ça va évoluer, il faut qu'on aide à l'évolution. Et encore une fois, il faut le faire par peut-être la fin du monopole syndical au premier tour, peut-être en acceptant la démocratie parmi les syndicats. C'est que quelqu'un qui n'est pas... qu'on arrête de désigner des délégués, qu'il faut les nommer. Et puis ce problème de financement, qu'il faut faire absolument par l'adhésion. Et il y a quelques modèles qui sont très intéressants autour de nous, en Europe encore une fois, qui peuvent donner quelques idées. L'idée, c'est surtout pas de réduire à néant les syndicats. Tous les pays du monde ont besoin de syndicats, nos salariés ont besoin de représentants,
Il faut juste qu'en effet, les deux syndicats principaux que nous avons un peu en rapport de force permanente comprennent que le monde bouge, que le monde avance, que le numérique est là. Et c'est pour ça que je cherche à tout prix à les emmener avec moi en mission, en voyage, et de faire des réflexions communes. Vous voyez, sur l'assurance chômage, j'ai proposé il y a 15 jours qu'on fasse une réflexion sur l'évolution du travail en 2020-2025, par rapport à l'ubérisation de l'économie, par rapport à nos nouveaux modes de travail, travailleurs indépendants. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On va rester sans regarder ça? Ben non, si on partage ça avec Pisani-Ferry de France Stratégie, par exemple, et d'autres experts, qui vont nous dire dans 5 ans voilà ce qui va se passer, dans 10 ans voilà ce qui va se passer, ben vous aurez peut-être un partage d'une vision collective. Si on arrive à faire ça, peut-être que ça marchera. Si on reste dans la posture du rapport de force, de la lutte des classes et de la détestation de l'entreprise privée, je reste pessimiste, mais si vous voulez, je pense qu'il risque de disparaître plus vite qu'il l'imagine. Parce que je pense que la France et nos jeunes et la jeunesse ne pourront pas accepter, je dirais, des blocages systématiques dans ce monde qui bouge à toute vitesse. Et ne pas bouger, c'est dramatique, c'est pire que tout. Bonsoir monsieur, j'aimerais juste revenir sur votre courbe de l'affaire, donc trop d'impôts tue l'impôt. Donc justement, sur quoi, je n'ai pas compris. La courbe de l'affaire. Oui, l'affaire. Parce que justement, vous avez dit que trop d'impôts tue l'impôt, et donc vous avez parlé de baisser les impôts, mais également de l'investissement. Et justement, je voulais vous demander si vous ne pensez pas qu'au contraire, aujourd'hui, il y a un équilibre, ou du moins un certain équilibre fiscal qui permet la redistribution des ressources vers des ménages, et justement que ça permettrait de pallier la baisse de la consommation dans le contexte actuel, du moins. Et est-ce que vous ne pensez pas justement que les impôts permettent indirectement de relancer les ventes des entreprises, puisque vous parlez beaucoup d'investissement? Autrement dit, est-ce que pour vous, aujourd'hui, la priorité, c'est vraiment de baisser les impôts dans ce contexte de difficulté, puisque ça paraît surtout être une solution de court terme et non pas de long terme pour la pérennité des entreprises, que ce soit au niveau de la compétitivité ou au niveau de l'économie française? Oui, merci de cette question. Je vais essayer d'être très clair et simple sur ce sujet-là. Si vous voulez, tout part des dépenses publiques françaises. Il faut savoir que la sphère publique aujourd'hui, c'est 57% du PIB français. La moyenne européenne est à 49%, donc 8 points de moins. Les Allemands sont à 45%, c'est-à-dire 13 points de moins que nous. Les Anglais sont encore plus bas. Cette sphère publique, il faut la financer. Qui c'est qui la finance? C'est les impôts principalement des ménages et des entreprises. Donc vous voyez déjà, première erreur, quand vous surtaxez pour financer une sphère publique trop grosse, vous étouffez les entreprises. Et je dirais que il faut toujours penser aux ménages, bien sûr, parce qu'une fiscalité trop forte sur les ménages, c'est pas terrible non plus. Mais quelque part, le meilleur pouvoir d'achat qu'on peut donner à nos compatriotes, c'est un métier. C'est le meilleur pouvoir d'achat qu'on peut donner. C'est leur donner de l'emploi. Et donc, avant tout, je dirais, il ne faut pas tuer la poule aux œufs d'or, que sont les entreprises. Donc, priorité à la baisse de l'imposition sur les entreprises pour qu'ils restaurent leurs marges. Une autre façon de le dire, c'est que vous avez des marges qui sont excédents bruts d'exploitation sur valeur ajoutée en France, qui étaient à 28%, qui sont montées à 32%. La moyenne européenne, là aussi, est à 39-40%. Les Allemands sont à 41%. Et vous retombez, encore une fois, sur 90 milliards de différence de compétitivité par ces deux chiffres que je vous ai donnés entre les entreprises françaises et les entreprises allemandes. Donc les marges des entreprises françaises restent très faibles. Donc quand vous avez des marges faibles, eh ben, vous n'investissez pas, vous exportez pas, vous innovez pas, vous embauchez pas. C'est pour ça que nous avons salué le pacte de responsabilité. On l'a un peu suscité d'ailleurs, mais on l'a salué, on a applaudi. Mais malheureusement, ce n'est pas encore suffisant. Donc vous voyez, priorité, quand des marges, quand la fiscalité est trop lourde sur des entreprises, ce qui est le cas de la France, j'ai plein d'autres chiffres à vous donner, c'est le niveau des prélèvements obligatoires par rapport au PIB. Enfin, si vous voulez, il y a un consensus international de toutes les mesures du monde entier qui montrent qu'on vit au-dessus de nos moyens sur la sphère publique. Donc faire mieux avec moins, encore une fois. Et donc il y a plein d'idées pour réduire cette sphère publique qui permettra de réduire la fiscalité en priorité des entreprises pour qu'elles réembauchent et qu'elles donnent du pouvoir d'achat. Et bien sûr sur des ménages, parce qu'il faut savoir aussi que sur les ménages, vous avez beaucoup de ménages, 50% des Français qui ne payent pas d'impôts. Donc c'est concentré sur
une partie de 50 autres %, et je crois que c'est surtout sur je dirais, les plus aisés qui payent beaucoup d'impôts. Donc c'est pas en plus réparti totalement. Je pense que la priorité, c'est sur les entreprises, et en donnant un coup de pouce aux ménages, bien évidemment, pour qu'on redonne de la confiance à tout le monde. On va prendre une dernière question, peut-être. Bonjour, donc j'avais une question pour vous. Sachant que vous voulez promouvoir une nouvelle vision de la France, une vision de la France tournée vers l'avenir, est-ce que vous ne pensez pas qu'une baisse du salaire minimum et une augmentation du temps de travail conduirait à une régression du modèle social français et justement un retour en arrière, parce que le salaire minimum constitue quand même des acquis sociaux ainsi que la durée de travail actuelle? C'est pour ça, si vous voulez, que sur le SMIC, je pense que 1 100 € net est un niveau qui permet difficilement de s'en sortir, mais qui permet de démarrer dans la vie. En dessous, ça paraît très compliqué. Donc c'est pour ça que je propose un SMIC intermédiaire, mais complété, notamment pour se former. Ça, c'est le premier point. Donc je ne suis pas pour baisser le SMIC du tout. Par contre, je suis pour baisser le coût pour des populations qu'il faut remettre dans l'emploi et dans la formation. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous parliez des 35 heures, c'est ça, le coût du travail, la durée du travail. La durée du travail, je pense que les entreprises, en fait, aujourd'hui, se sont plus ou moins adaptées difficilement à cette durée du travail légale qui est de 35 heures. Il y a des possibilités de monter, etc. Je pense que ça reste un marqueur de French bashing international. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut sortir du débat. Il faut donc qu'on règle ce problème. Ce que je pense, c'est qu'en effet, il faut donner la possibilité aux entreprises de gérer avec leurs salariés, si on a besoin de travailler 37, 38, 39, 40, qu'ils le fassent et que ça soit négocié avec eux le plus possible. S'il y a des difficultés, c'est des accords comme Smart, etc., qui se font. On sauve l'emploi, on sauve des usines, et on signe avec les salariés des accords, comme Renault, comme Peugeot l'ont fait, avec des résultats positifs. Si vous êtes en forme, vous négociez différemment pour que on travaille un peu plus. Il est clair, si vous voulez, qu'on ne travaille pas assez en France. Quand vous regardez les statistiques, je ne les ai plus complètement en tête, mais je crois qu'on travaille une centaine d'heures de moins que les Allemands. On doit être à 1650 heures. Plus efficacement. Oui, alors c'est un peu poussé par malheureusement la pression sur les 35 heures. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de travailler moins d'heures fait que tout le monde est sous pression par heure. Et donc, c'est pas très sain non plus. Moi, je pense qu'il faudrait revenir à une moyenne européenne en le négociant entreprise par entreprise. Il y a des entreprises qui en ont vraiment besoin, et il faut le faire, il faut les aider à le faire, qu'ils puissent négocier avec leurs salariés. Il y a des entreprises qui en ont moins besoin et qui restent aux 35 heures. Et la vie est belle. Mais par contre, il ne faut plus qu'on parle des 35 heures en France. Donc il faut trouver un système pour dire non, ça n'existe plus. Voilà, monsieur le Chinois, monsieur l'Américain, revenez investir en France. C'est plus du French bashing. Merci beaucoup, monsieur Gattaz. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, ne partez pas tout de suite. Alors, il y a 2 personnes qui ont été tirées au sort, parmi celles qui avaient trouvé les bonnes réponses quand on avait fait l'invité mystère. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre à la fin de la conférence. Et également, on a tiré au sort parmi les participants à l'événement quelques noms. Tanguy, si tu peux les annoncer. Exactement. Donc, parmi les participants de l'événement, j'ai le plaisir d'annoncer que les personnes suivantes ont gagné leur place au cocktail en compagnie de monsieur Gattaz. Alors, les gagnants sont Raphaël Berthier, Sophie Argence, Quentin Prédignac, Paul Roy et Alexandre Musso. Bravo à vous et merci encore d'être venus si nombreux à notre conférence. Bonne soirée.